Mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Maman, si tu ne me donnes pas cet argent, tu ne verras plus jamais tes petits-enfants. » Il avait ce sourire que je ne lui connaissais pas, celui de sa femme. Ce jour-là, dans ma petite cuisine normande, devant la fenêtre qui donnait sur le jardin que j'avais cultivé pendant 30 ans, j'ai compris que mon propre fils était devenu un étranger. Je m'appelle Léa Morin. J'ai 64 ans et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Une histoire que j'ai gardée en silence pendant des mois. Une histoire qui m'a brisée avant de me reconstruire. Pendant 40 ans, j'ai tenu une boulangerie-pâtisserie dans un petit village de Normandie. Un village de 800 âmes, où tout le monde se connaît, où les nouvelles circulent plus vite que le vent, où les portes restent ouvertes, et les cœurs aussi. Ma boulangerie s'appelait Chez Léa, un nom simple comme moi. Mon mari Pierre l'avait peint lui-même sur l'enseigne en bois, un dimanche d'avril 1984, l'année où nous avons ouvert. Je me souviens encore de l'odeur de la peinture bleue qui séchait au soleil. Je me souviens de ses mains tachées, de son sourire fier, de ses mots « Voilà ma chérie, maintenant c'est officiel. C'est chez toi, chez moi. » Ces deux mots résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. Pendant 40 ans, chaque matin à 4 heures, j'étais devant mes fours. L'hiver, quand le givre recouvrait les fenêtres et que mes doigts gelaient sur le métal froid des plaques. L'été, quand la chaleur des fours transformait la boulangerie en enfer et que la sueur coulait dans mes yeux. Je pétrissais, je façonnais, je cuisais des baguettes, des croissants, des pains au chocolat, des tartes aux pommes avec les fruits du verger de Monsieur Durand, des galettes des rois en janvier, des bûches de Noël en décembre. 40 ans, 15 000 jours, 360 000 heures. Je n'ai jamais compté, mais mon corps, lui, s'en souvient. Mes mains sont marquées par les brûlures. Mes épaules sont voûtées par le poids des sacs de farine. Mes genoux craquent quand je monte les escaliers. Mais j'ai toujours été fière de ce travail. Fière de nourrir mon village. Fière de voir les enfants courir vers ma vitrine, les yeux brillants devant les éclairs au chocolat. Fière d'entendre les vieux du village dire « Le pain de Léa, c'est le meilleur de toute la Normandie ». Pierre est mort il y a 8 ans, une crise cardiaque, un matin de novembre. Il était dans la réserve, en train de ranger les sacs de farine, comme il le faisait chaque semaine. Je l'ai trouvé allongé par terre, le visage paisible, comme s'il dormait. J'ai crié son nom, j'ai secoué ses épaules, j'ai appelé les secours. Mais je savais déjà, au fond de moi, je savais qu'il était parti. Ce jour-là, une partie de moi est morte avec lui. Nous étions mariés depuis 42 ans. Nous nous étions rencontrés au bal du village, un 14 juillet. Il portait une chemise blanche et sentait l'eau de Cologne bon marché. Il m'avait invité à danser et ne m'avait plus jamais lâché. Après sa mort, j'ai continué la boulangerie pendant 2 ans. Seule, par habitude, par devoir, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et puis, à 62 ans, j'ai vendu. Pas à n'importe qui. À Thomas et Marie, un jeune couple du village qui rêvait de reprendre le flambeau. Je leur ai tout appris. Les recettes secrètes, les astuces pour une croûte parfaite, le tour de main pour les croissants feuilletés. Et quand j'ai signé les papiers chez le notaire, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, parce que mon héritage allait vivre. La vente de la boulangerie, ajoutée aux économies de toute une vie, m'a laissé 200 000 euros. 200 000 euros. Je n'avais jamais eu autant d'argent. Je ne savais même pas quoi en faire.
J'ai gardé ma petite maison en pierre, celle où Pierre et moi avions élevé notre fils. J'ai gardé mon jardin, mes rosiers, mon potager. J'ai gardé ma vie simple. Je me suis dit que cet argent serait ma sécurité, ma tranquillité pour mes vieux jours. De quoi payer une maison de retraite si un jour je ne pouvais plus vivre seule. De quoi faire face aux imprévus de la vie. Je n'ai jamais été dépensière. Pierre non plus. Nous avions grandi dans des familles modestes où l'on comptait chaque centime. Nous savions la valeur de l'argent, la valeur du travail, mais visiblement, nous n'avions pas transmis ces valeurs à notre fils. Julien, mon fils unique, mon bébé, l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois, que j'ai allaité pendant 2 ans, que j'ai veillé pendant toutes ces maladies d'enfance. L'enfant pour qui j'ai sacrifié mes nuits, mes week-ends, mes vacances. L'enfant à qui j'ai tout donné. Julien a 38 ans aujourd'hui. Il est ingénieur informatique dans une grande entreprise parisienne. Il gagne bien sa vie. Beaucoup mieux que son père et moi n'avons jamais gagné. Il porte des costumes qui coûtent plus cher que mon électroménager. Il conduit une voiture allemande dont je ne sais même pas prononcer le nom. Il vit dans un appartement du 16e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel. Et pourtant, il voulait mes 200 000 euros. Mes 200 000 euros de sueur, de sacrifice, de nuits blanches. Julien s'est marié il y a 5 ans avec Nathalie. Nathalie travaille dans la communication. Elle organise des événements pour des marques de luxe. Elle porte des vêtements de créateurs et des sacs à main qui coûtent le prix d'une voiture d'occasion. Elle parle fort, rit fort et regarde les gens de haut. La première fois que Julien me l'a présentée, j'ai senti quelque chose. Un malaise, une intuition. Cette femme regardait ma maison avec un mélange de curiosité et de mépris. Elle touchait mes meubles du bout des doigts, comme si elle avait peur de se salir. Elle souriait, mais ses yeux restaient naufrois. J'ai essayé de l'aimer. Vraiment. Pour Julien. Pour mes futurs petits-enfants. Je l'ai invité à déjeuner. Je lui ai cuisiné mes meilleures recettes. Je lui ai offert des cadeaux. Mais rien n'y faisait. Entre nous, il y avait un mur invisible. Un mur de silence et de jugement. Et puis les enfants sont arrivés. Emma d'abord, il y a 4 ans. Un bébé magnifique avec les yeux bleus de son père et les cheveux bouclés de sa mère. Puis Lucas, 2 ans plus tard. Un petit garçon turbulent qui riait tout le temps. Mes petits-enfants. Ma raison de vivre depuis la mort de Pierre. Je les voyais 1 fois par mois quand ils venaient en Normandie. Pas assez. Jamais assez. Mais je prenais ce qu'on me donnait. Je préparais leurs gâteaux préférés. Je les emmenais voir les vaches dans la ferme voisine. Je leur racontais des histoires le soir, assis près de la cheminée. Je leur montrais les photos de leur grand-père. Je leur parlais de lui, de nous, de notre vie. Ces moments étaient précieux, sacrés. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'ils durent plus longtemps. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, on me demanderait de payer pour les vivre. C'était un dimanche de mars, un de ces dimanches gris et pluvieux, où le ciel normand pèse sur les épaules comme une couverture mouillée. Julien avait appelé la veille pour annoncer leur visite. J'étais folle de joie. Cela faisait 2 mois que je n'avais pas vu les enfants. 2 mois à regarder leurs photos sur mon téléphone, à écouter leur voix dans des messages vocaux trop courts. Je m'étais levée à 6 heures pour préparer le déjeuner. Un poulet fermier du marché, des pommes de terre de mon jardin, une tarte aux pommes avec les dernières rainettes de la saison. J'avais mis la belle nappe blanche, celle que je gardais pour les grandes occasions. J'avais cueilli des jonquilles dans le jardin pour décorer la table. Je voulais que tout soit parfait.
Ils sont arrivés vers midi. La voiture de Julien, une grosse berline noire aux vitres teintées, s'est garée devant ma maison. J'étais sur le perron, le cœur battant. Emma est sortie la première. Elle a couru vers moi en criant « Mamie, mamie !» et s'est jetée dans mes bras. Lucas suivait derrière, encore endormi, porté par son père. Nathalie fermait la marche, le téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran. Elle n'a même pas levé la tête pour me saluer. Le déjeuner s'est bien passé. Les enfants ont mangé, ri, joué. Julien m'a raconté son travail, ses projets, ses collègues. Nathalie n'a presque rien dit. Elle picorait dans son assiette, regardait l'heure, soupirait. J'ai fait comme si je ne remarquais rien. Après le dessert, j'ai proposé d'emmener les enfants voir les lapins chez le voisin. Emma était enthousiaste, Lucas aussi. Mais Nathalie a posé sa fourchette avec un bruit sec. « Attendez, avant ça, on doit parler. » Elle a regardé Julien. Il a hoché la tête, l'air gêné. « Maman, on a quelque chose à te demander. » Mon cœur s'est serré. J'ai senti le piège se refermer avant même qu'il ne parle. Voilà. Nathalie et moi, on veut déménager. Acheter une maison. Une vraie maison avec un jardin pour les enfants. Mais les prix à Paris sont fous. Et il nous manque de l'argent pour l'apport. Combien? Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient sous la table. Silence. Julien a regardé Nathalie. Elle a pris la parole d'une voix neutre, presque ennuyée. 200 000 €. On sait que tu les as. La vente de la boulangerie. Tu vis seule. Tu n'as pas de besoins particuliers. Et nous, on a des enfants à élever. C'est logique. Logique. Elle avait dit logique. Comme si me demander toutes mes économies était une évidence mathématique. Comme si 40 ans de travail pouvaient se résumer à un simple calcul. J'ai regardé mon fils, mon bébé, l'homme qu'il était devenu. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu avant. De la froideur, du calcul, le regard de sa femme. Julien, cet argent c'est ma sécurité, ma retraite, mon avenir. Je n'ai que ça. Il a soupiré, comme si j'étais une enfant capricieuse qui refusait de partager ses jouets. Maman, sois raisonnable. Tu as ta maison, ta retraite de commerçante. Tu n'as pas besoin de 200 000 €. Nous, on en a besoin. Pour tes petits-enfants. Mes petits-enfants. Il avait joué cette carte, la seule qui pouvait me faire vaciller. J'ai regardé Emma et Lucas, qui jouaient dans le salon, inconscients du drame qui se nouait dans la cuisine. Et j'ai dit non. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Le silence qui a suivi mon refus était plus lourd que tout ce que j'avais connu. Plus lourd que le silence après la mort de Pierre. Plus lourd que le silence de ma maison vide, les soirs d'hiver. C'était un silence accusateur, un silence qui me jugeait. Nathalie a reposé sa fourchette avec une lenteur calculée. Son visage s'est fermé comme un volet qu'on claque. Elle a regardé Julien avec cette expression que je connaissais bien maintenant, celle qui disait « Je te l'avais dit », sans prononcer un mot. Mon fils a baissé les yeux vers son assiette. Il n'a pas pris ma défense. Il n'a pas dit « Maman a raison, c'est son argent ». Il n'a rien dit du tout. Et ce silence-là, ce silence de mon propre fils, m'a fait plus mal que toutes les paroles de Nathalie. Je comprends, maman. Sa voix était plate, sans émotion. On va s'en aller. Ils sont partis moins d'une heure plus tard. Les enfants n'ont pas eu le temps de voir les lapins. Emma pleurait dans la voiture, son petit visage collé contre la vitre arrière. Elle me faisait des signes de la main. Lucas dormait déjà,
inconscient de tout. Je suis restée sur le perron jusqu'à ce que la voiture disparaisse au bout du chemin. La pluie avait repris, fine et froide. Je suis rentrée dans ma cuisine. La table était encore mise, les assiettes à moitié pleines, la tarte aux pommes à peine entamée. J'ai tout débarrassé mécaniquement. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé les restes dans le réfrigérateur. Et puis je me suis assise dans mon fauteuil, près de la cheminée, et j'ai attendu. J'attendais quoi exactement? Un coup de téléphone peut-être. Un message de Julien disant qu'il était désolé, que Nathalie avait exagéré, que bien sûr il comprenait ma position. Mais mon téléphone est resté muet. Ce soir-là, j'ai ouvert l'armoire de ma chambre. Tout au fond, derrière les draps et les couvertures, il y avait un paquet enveloppé dans du papier de soie. Je l'ai sorti délicatement. C'était mon vieux tablier de boulangère. Celui que Pierre m'avait offert pour nos 25 ans de mariage. Un tablier blanc avec des broderies bleues et l'inscription « Chez Léa, 40 ans d'amour et de pain ». Pierre avait fait faire cette broderie spécialement. Il avait anticipé. Il savait qu'on tiendrait 40 ans. Et on a tenu. J'ai serré ce tablier contre ma poitrine. Il sentait encore la farine, même après toutes ces années. Ou peut-être que c'était mon imagination. Peut-être que je voulais tellement retrouver cette odeur que mon esprit me la fabriquait. « Pierre, qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai parlé à voix haute, comme je le faisais souvent depuis sa mort. Je savais qu'il ne répondrait pas. Mais parler à son fantôme me réconfortait. Notre fils veut tout prendre, tout ce qu'on a construit ensemble. Il veut le donner à cette femme qui me regarde, comme si j'étais un obstacle. Le silence. Toujours le silence. Mais quelque part dans ce silence, j'ai cru entendre la voix de Pierre. « Ne te laisse pas faire, ma Léa. Tu vaux mieux que ça. » Les jours ont passé. 1 semaine, puis 2. Mon téléphone restait silencieux. J'appelais Julien tous les 3 jours, comme d'habitude. Mais maintenant, il ne répondait plus. Mes appels tombaient sur la messagerie. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Julien Morin. Laissez un message. » Je laissais des messages où je parlais de la météo, du jardin, des nouvelles du village. Je ne mentionnais jamais l'argent. Je ne voulais pas supplier. Mais au fond, c'est exactement ce que je faisais. Je suppliais mon fils de me répondre sans oser le dire. Parfois, j'envoyais des textos. « Bonjour mon chéri, j'espère que vous allez bien. Embrasse les enfants pour moi. » Pas de réponse. Emma me manque. Lucas aussi. Tu me manques. Appelle-moi quand tu peux. Rien. Julien, je t'en prie, ne fais pas ça. On peut parler. Silence. Le silence est devenu ma punition. Il m'avait condamné au silence pour avoir osé dire non. Pour avoir osé protéger ce qui m'appartenait. Pour avoir osé exister autrement que comme un portefeuille ouvert. Ma voisine Françoise venait me voir tous les après-midi. Elle avait 72 ans, veuve elle aussi. On prenait le café ensemble, on parlait de nos jardins, de nos douleurs articulaires, de nos souvenirs. Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. « Léa, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté. Le déjeuner, la demande, le refus, le silence. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, en hochant la tête. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse et m'a pris la main. « Tu as bien fait de refuser. » « Mais je ne vois plus mes petits-enfants, Françoise. Ça fait 3 semaines. » « Je sais. Mais si tu avais donné cet argent, tu crois qu'il t'aurait respecté davantage? » « Non, il t'aurait méprisé. Et dans 2 ans, il serait revenu pour demander encore plus. » Je savais qu'elle avait raison. Mais savoir et ressentir sont 2 choses différentes. Ma tête comprenait.
Mon cœur, lui, saignait. 1 mois a passé, puis 2. L'hiver s'est transformé en printemps. Les jonquilles ont fleuri dans mon jardin, puis les tulipes, puis les roses. Je continuais ma vie. Je cuisinais pour moi seule. Je jardinais. Je lisais. J'allais au marché le dimanche matin. Mais chaque jour, je pensais à Emma et Lucas. Je regardais leurs photos sur mon téléphone. Je me repassais les vidéos de leurs anniversaires. Emma soufflant ses 4 bougies. Lucas faisant ses premiers pas dans mon salon. Leur rire, leur voix, leurs petites mains dans les miennes. Tout ça me manquait tellement que parfois, je n'arrivais plus à respirer. Je me réveillais la nuit en pleurant. Je faisais des cauchemars, où les enfants m'appelaient et où je ne pouvais pas les atteindre. Un matin, j'ai préparé un gâteau au chocolat, le préféré d'Emma. Je l'ai fait par habitude, sans réfléchir. Ce n'est qu'en le sortant du four que j'ai réalisé qu'il n'y avait personne pour le manger. Je l'ai regardé longtemps, ce gâteau. Parfait, brillant, exactement comme Emma l'aimait. Et puis je l'ai jeté à la poubelle. Je ne pouvais pas le manger. Chaque bouchée aurait eu le goût de l'absence. Un jour de mai, Françoise est arrivée chez moi, avec son téléphone à la main et une expression étrange sur le visage. « Léa, il faut que tu vois quelque chose. » Elle s'est assise à côté de moi et m'a montré l'écran. C'était une page Facebook, le profil de Nathalie. Ma belle-fille avait un compte public, visible par tous. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Une photo d'elle, souriante, posant devant une voiture neuve. Une BMW blanche, rutilante, avec un gros nœud rouge sur le capot. Le commentaire disait « Merci mon amour pour ce cadeau d'anniversaire. Trop gâté. Blessed walk love my husband horse new car. » J'ai regardé Françoise. Elle a hoché la tête gravement. Continue à défiler. J'ai fait défiler les photos. Des restaurants 5 étoiles, des week-ends à Deauville, à Saint-Tropez, à Monaco. Des sacs à main de grandes marques exposés comme des trophées. Des vêtements de créateurs avec les étiquettes de prix à peine dissimulées. Des vacances aux Maldives, en Thaïlande, à Dubaï. Une vie de luxe, une vie de rêve. Étalée sur les réseaux sociaux avec une obscénité qui m'a donné la nausée. Et ils m'avaient demandé 200 000 € parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter une maison. J'ai reposé le téléphone. Mes mains tremblaient. Depuis combien de temps elle poste ça? Des mois, des années peut-être. Regarde les dates. J'ai regardé les voyages, les voitures, les sacs à main. Tout ça remontait à bien avant leur visite. Ils vivaient dans le luxe depuis des années. Ils dépensaient des fortunes en futilité. Et quand ils avaient voulu une maison, au lieu de réduire leur train de vie, au lieu d'économiser comme Pierre et moi l'avions fait toute notre vie, ils avaient décidé de venir me prendre mes économies. Ces gens-là ne manquent de rien, Léa. Ils veulent tout. C'est différent. Françoise avait raison. Ce n'était pas un besoin. C'était de la cupidité. Pure et simple. Nathalie ne voulait pas une maison pour élever ses enfants. Elle voulait une maison pour l'afficher sur Instagram. Elle voulait épater ses amis. Elle voulait prouver qu'elle avait réussi. Et mon argent, mes 40 ans de labeur, n'étaient pour elle qu'un moyen d'atteindre ce but. J'ai pensé à mes mains gercées par l'eau froide des hivers normands. J'ai pensé à mes matins à 4 heures, quand le village dormait encore, et que je pétrissais seule dans le silence de ma boulangerie. J'ai pensé à tous ces sacrifices, toutes ces nuits sans sommeil, tous ces week-ends sans vacances, et j'ai pensé à Nathalie, bronzée sur une plage des Maldives, buvant des cocktails à 15 € pièce. La colère est montée en moi, une colère froide, profonde, différente de tout ce que j'avais ressenti jusque-là.
Ce n'était plus de la tristesse, ce n'était plus de l'incompréhension. C'était de la rage, une rage silencieuse mais dévastatrice. Elle ne m'aura pas, Françoise, pas un centime, jamais. Ma voisine a souri. Voilà la Léa que je connais. Ce soir-là, je suis allée dans ma chambre. J'ai sorti le tablier de pierre de l'armoire. Je l'ai déplié sur mon lit et je l'ai regardé longtemps. 40 ans d'amour et de pain. C'était ça, ma vie. Pas des sacs à main, pas des voitures de luxe, du pain, du travail, de l'amour. Et personne, vous m'entendez, personne n'allait me voler ça. J'ai compris ce soir-là que Julien n'était plus mon fils. Enfin, si, biologiquement, il l'était toujours. Mais l'homme qu'il était devenu, cet homme froid qui laissait sa femme m'humilier, cet homme faible qui ne me défendait pas, cet homme cupide qui voulait mon argent sans avoir le courage de le demander lui-même, cet homme-là n'était plus le petit garçon que j'avais élevé. Quelque part, entre son enfance et aujourd'hui, je l'avais perdu. Peut-être que c'était ma faute. Peut-être que je l'avais trop gâté. Peut-être que je ne lui avais pas assez appris la valeur de l'argent, la dignité du travail. Ou peut-être que c'était Nathalie qui l'avait changé. Peut-être qu'elle l'avait manipulé, modelé à son image. Je ne savais pas. Je ne saurais peut-être jamais. Mais une chose était certaine. Je n'allais pas me laisser détruire par mon propre enfant. J'avais survécu à 40 ans de travail épuisant. J'avais survécu à la mort de Pierre. J'allais survivre à ça aussi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les semaines qui ont suivi cette découverte ont été étranges. Je vivais dans une sorte de brouillard, entre colère et résignation. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir absurde que mon téléphone aurait sonné pendant la nuit, que Julien aurait laissé un message, que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais chaque matin, l'écran restait désespérément vide. J'ai continué à appeler. Pas tous les jours, non. Je ne voulais pas passer pour une mère désespérée, même si c'est exactement ce que j'étais. J'appelais une fois par semaine, toujours le dimanche soir, à l'heure où je savais qu'ils seraient rentrés de leurs activités du week-end. La messagerie. Toujours la messagerie. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Julien Morin. Cette voix enregistrée, je la connaissais par cœur maintenant. Je la détestais. Elle était devenue le symbole de mon exclusion, le mur invisible que mon fils avait érigé entre nous. Parfois, j'envoyais des messages à Nathalie. Je me disais que peut-être, en passant par elle, j'aurais plus de chance. Je me trompais. Mes messages restaient sans réponse, marqués comme lus, mais jamais suivis d'une réponse. Elle lisait mes mots et les ignorait. C'était presque pire que de ne pas être lu du tout. Un dimanche de juin, j'ai tenté quelque chose de différent. J'ai appelé depuis le téléphone fixe de Françoise, un numéro que Julien ne connaissait pas. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Allô ?» Mon cœur s'est arrêté. Sa voix, la voix de mon fils. Après 3 mois de silence, je l'entendais enfin. « Julien, c'est maman. » Le silence, long, pesant. Puis un soupir. « Maman, comment tu as eu ce numéro ?» C'est le téléphone de Françoise, ma voisine. « Julien, je t'en prie, il faut qu'on parle. » « Il n'y a rien à dire, maman. »« Comment peux-tu dire ça ? Je suis ta mère. Ça fait 3 mois que je n'ai aucune nouvelle. 3 mois que je ne vois pas mes petits-enfants. C'est ton choix. »« Mon choix ? C'est toi qui refuses de me répondre. Tu sais ce qu'il faut faire pour que ça change. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ils me faisaient du chantage. Mon propre fils me faisait du chantage avec mes petits-enfants. J'ai senti les larmes monter.
mais je les ai ravalés. Je ne voulais pas pleurer. Pas maintenant. Pas devant lui. Même au téléphone. Julien, cet argent, c'est tout ce que j'ai. C'est ma sécurité. Tu ne peux pas me demander de tout te donner. Je ne te demande rien, maman. Je te dis juste que les choix ont des conséquences. Et les enfants, Emma et Lucas, tu crois que c'est juste pour eux de les priver de leur grand-mère? Un autre silence. J'ai cru percevoir une hésitation dans ce silence. Une faille peut-être. Les enfants vont bien. Ils ont leur vie, leurs amis, leurs activités. Ils ne manquent de rien. Ils manquent de leur mamie, Julien. Et moi, je manque d'eux. Il fallait y penser avant. Avant quoi? Avant de refuser de me faire dépouiller? Ma voix était montée d'un cran. La colère prenait le dessus sur la tristesse. « Maman, je n'ai pas envie de me disputer. Nathalie m'appelle. Je dois y aller. » « Julien, attends. Au revoir, maman. » Il a raccroché. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille longtemps après que la tonalité ait retenti. Françoise me regardait avec compassion. Elle n'avait pas besoin de mots. Son regard disait tout. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je suis restée assise dans mon fauteuil, à regarder le jardin par la fenêtre. Les roses de Pierre étaient en pleine floraison. Rouges, jaunes, blanches. Il les avait plantées l'année de notre mariage. Il disait que chaque rose représentait une année de bonheur à venir. 42 roses pour 42 ans de mariage. J'ai pensé à lui, à ce qu'il aurait fait à ma place. Pierre n'était pas un homme de conflit. Il préférait le silence aux disputes, le travail aux paroles. Mais quand il s'agissait de défendre ce qui était juste, il pouvait être d'une fermeté redoutable. Je me souviens d'une fois, il y a longtemps, où un fournisseur avait essayé de nous arnaquer. Il avait livré de la farine de mauvaise qualité et exigeait le prix de la premium. Pierre était allé le voir. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais le fournisseur n'a plus jamais essayé de nous tromper. Il ne haussait jamais la voix. Il ne menaçait pas. Il disait simplement la vérité, avec une conviction si profonde que les gens n'osaient pas le contredire. Tu aurais su quoi faire, mon Pierre. Tu aurais trouvé les mots pour ramener notre fils à la raison. Mais Pierre n'était plus là. Et les mots, je devais les trouver seul. L'été est arrivé avec sa chaleur étouffante et ses touristes qui envahissaient le village. La boulangerie de Thomas et Marie ne désemplissait pas. Je les voyais parfois depuis ma fenêtre, courant d'un client à l'autre, exactement comme je le faisais autrefois. Ça me rendait heureuse de voir que mon héritage vivait. Mais ça me rendait triste aussi. Triste de ne plus faire partie de cette vie. Triste d'être devenue une spectatrice de ce que j'avais construit. Françoise continuait à venir me voir tous les après-midi. Elle était devenue ma bouée de sauvetage, ma seule connexion avec le monde extérieur. Sans elle, je crois que je serais devenue folle de solitude. Un jour de juillet, elle est arrivée avec son téléphone et cette expression que je commençais à redouter. « Léa, il y a autre chose que tu dois voir. Mon estomac s'est noué. »« Encore ? Je suis désolée, mais tu dois savoir. » Elle m'a tendu le téléphone. C'était encore le profil Facebook de Nathalie. Une nouvelle photo. Elle posait devant une maison. Pas n'importe quelle maison. Une grande maison moderne, avec des baies vitrées immenses, un jardin parfaitement entretenu, une piscine qui brillait au soleil. Le commentaire disait « Tellement excité, notre nouvelle maison est presque à nous, plus que quelques semaines. Dream home Oak New Beginnings, you're blessed. » J'ai regardé Françoise, incrédule. « Ils ont trouvé l'argent ? » ?»« Apparemment. Regarde la suite. » J'ai fait défiler d'autres photos de la maison. L'intérieur,
le salon immense, la cuisine équipée dernier cri, les chambres d'enfants décorées comme dans un magazine. Et puis, une photo qui m'a glacé le sang. Nathalie avec une femme plus âgée. Une femme que je ne connaissais pas, mais dont le visage ressemblait étrangement à celui de ma belle-fille. Le commentaire. « Merci maman pour ton aide précieuse. On n'aurait jamais pu y arriver sans toi. Best mom ever. Grateful. » Sa mère. La mère de Nathalie leur avait donné l'argent. Pendant un instant, j'ai ressenti un soulagement étrange. Ils avaient trouvé l'argent ailleurs. Ils n'avaient plus besoin du mien. Peut-être que maintenant, les choses allaient s'arranger. Peut-être qu'ils allaient me recontacter, me réinviter dans leur vie. Mais ce soulagement a vite été remplacé par autre chose. De l'amertume, de la rage. Parce que si la mère de Nathalie avait pu les aider depuis le début, pourquoi était-il venu me voir moi? Pourquoi m'avait-il fait ce chantage odieux? Pourquoi m'avait-il privé de mes petits-enfants pendant des mois? La réponse était évidente. Parce qu'il voulait tout. L'argent de la mère de Nathalie ôtait le mien. Parce que pour eux, 200 000 €, ce n'était pas assez. Parce qu'ils étaient insatiables. Je comprends maintenant, ai-je murmuré. Ils ne sont jamais venus pour l'argent de la maison. Ils sont venus parce qu'ils voulaient plus. Toujours plus. Françoise a hoché la tête tristement. C'est des gens comme ça, Léa. Des gens qui ne sont jamais satisfaits, qui prennent sans jamais donner. Les semaines ont passé. Août est arrivé avec ses orages et ses nuits chaudes. Je continuais à vivre, mécaniquement. Je jardinais le matin quand il faisait encore frais. Je lisais l'après-midi à l'ombre du tilleul. Je préparais mes repas pour une personne. Je regardais la télévision le soir sans vraiment la voir. Et chaque dimanche, je continuais à appeler Julien. La messagerie. Toujours la messagerie. Mais je ne laissais plus de messages. À quoi bon? Un soir de fin août, alors que je rangeais la vaisselle du dîner, on a sonné à ma porte. C'était rare. Françoise venait l'après-midi, jamais le soir. Le facteur passait le matin. Les démarcheurs ne s'aventuraient pas jusqu'à ma maison isolée. J'ai ouvert la porte avec méfiance. Et mon cœur s'est arrêté. C'était une femme d'une 60aine d'années. Des cheveux gris soigneusement coiffés. Un visage fatigué mais digne. Des yeux bleus étrangement familiers. Elle portait un manteau léger et tenait son sac à main contre elle comme une armure. « Madame Morin ?»« Oui, c'est moi, vous êtes. Je m'appelle Hélène Duval. Je suis... » Elle a hésité. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis la mère de Nathalie. J'ai cru que mes jambes allaient se dérober. La mère de Nathalie, ici, devant ma porte. Qu'est-ce que ça signifiait? « Je peux entrer, s'il vous plaît? J'ai fait un long voyage pour vous voir. » J'aurais dû refuser. J'aurais dû lui claquer la porte au nez. Après tout, c'était la mère de la femme qui avait détruit ma famille. Mais quelque chose dans son regard m'a arrêté. Une douleur que je reconnaissais, une douleur de mère. Je me suis écartée pour la laisser passer. Elle est entrée dans ma cuisine, a regardé autour d'elle. J'ai vu dans ses yeux la même évaluation que Nathalie avait faite lors de sa première visite. Mais cette fois, ce n'était pas du mépris. C'était de la nostalgie. « C'est joli chez vous. Ça sent bon. Ça sent le vrai. » Je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai proposé du café. Elle a accepté. Nous nous sommes assises, face à face à ma table de cuisine. Deux femmes que tout séparait, mais qu'une douleur commune rapprochait. « Je sais ce que ma fille vous a fait. » A-t-elle commencé? Sa voix tremblait légèrement. « Je sais qu'elle vous a demandé de l'argent. Je sais qu'elle vous a privé de vos petits-enfants quand vous avez refusé. » Comment savez-vous tout ça? Parce qu'elle me l'a raconté. En riant, elle trouvait ça drôle.
Elle disait... Hélène a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Elle disait que vous étiez une vieille femme stupide qui ne comprenait rien à la vie moderne. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai contenue. Cette femme n'était pas mon ennemie. Elle souffrait autant que moi. Et vous, Madame Duval, vous leur avez donné l'argent pour la maison, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, honteuse. 250 000 €, toutes mes économies, l'héritage de mon mari, l'argent que j'avais mis de côté pour ma retraite. Pourquoi? Parce qu'elle est ma fille. Parce qu'elle m'a dit que si je ne l'aidais pas, je ne verrais plus jamais mes petits-enfants. Mon sang s'est glacé. Le même chantage. Exactement le même. Elle vous a fait le même coup qu'à moi. Oui, sauf que moi, j'ai cédé. Hélène a bu une gorgée de café. Ses mains tremblaient. Et vous savez ce qui s'est passé après que je lui ai donné l'argent? Elle m'a dit merci. Elle m'a embrassée. Elle a posté cette photo sur Facebook où elle me remercie publiquement. Et depuis, sa voix s'est brisée. Depuis, elle ne m'a plus jamais rappelé. 4 mois sans nouvelles. 4 mois où je n'ai pas vu Emma et Lucas. Exactement comme vous. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Mon cœur était déjà brisé depuis longtemps. Non, c'était autre chose. C'était la dernière illusion que j'avais conservée. L'illusion que si j'avais donné l'argent, les choses auraient été différentes. Vous comprenez maintenant? A dit Hélène. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de contrôle. Ma fille prend. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle prend et elle jette. Et votre fils? Elle m'a regardée avec une compassion infinie. Votre fils est tombé dans ses griffes. Il ne voit plus rien. Il ne pense plus par lui-même. Il est devenu son instrument. Pourquoi êtes-vous venue me voir, Madame Duval? Pour vous prévenir. Et pour vous dire que vous avez bien fait de refuser. Vous êtes plus forte que moi. Vous avez gardé votre dignité. Moi, je l'ai perdue. Elle s'est levée. Elle a remis son manteau. Ne cédez jamais, Madame Morin. Quoi qu'ils vous disent, quoi qu'ils vous promettent, ne cédez jamais. Parce que ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas votre argent, c'est votre soumission. Elle est partie dans la nuit aussi silencieusement qu'elle était venue. Je suis restée longtemps assise à ma table, à regarder la tasse de café qu'elle n'avait pas finie. Cette femme avait tout donné, et elle avait tout perdu. Exactement comme je l'aurais fait si j'avais cédé. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais plus attendre. Je n'allais plus espérer. J'allais agir. Le lendemain de la visite d'Hélène Duval, je me suis réveillée différente. Quelque chose avait changé pendant la nuit. La tristesse était toujours là, tapie au fond de mon cœur. Mais elle avait cédé la place à autre chose. Une détermination froide. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je me suis levée tôt, comme au temps de la boulangerie. Le soleil se levait à peine sur les collines normandes. J'ai préparé mon café, je me suis assise à la table de la cuisine. Et j'ai réfléchi. Pendant des mois, j'avais été passive. J'avais attendu que Julien revienne à la raison. J'avais espéré que le temps arrangerait les choses. J'avais pleuré, supplié, laissé des messages pathétiques sur une messagerie qui ne me répondrait jamais. Et pendant tout ce temps, eux continuaient leur vie. Ils achetaient leur maison de rêve. Ils postaient leurs photos de vacances. Ils souriaient sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Ils m'avaient effacé de leur existence sans le moindre remords. Et moi, j'étais là, à attendre comme une mendiante qu'on me jette quelques miettes d'attention. Non, c'était fini. Si je ne pouvais pas changer leur comportement,
je pouvais au moins protéger ce qui m'appartenait. Je pouvais m'assurer que jamais, jamais il ne mettrait la main sur mon argent. Ni maintenant, ni après ma mort. Après ma mort. Cette pensée m'a frappée avec une force inattendue. Je n'y avais pas réfléchi. Quand je mourrais, que deviendraient à mes économies? Selon la loi, Julien était mon unique héritier. Tout ce que je possédais lui reviendrait automatiquement. Ma maison, mes comptes bancaires, mes 200 000 €. Tout irait dans les poches de Nathalie. Parce que c'était elle qui gérait leur argent. C'était elle qui décidait de tout. Julien n'était qu'une marionnette dont elle tirait les ficelles. L'idée que cette femme puisse un jour profiter de mon travail, de mes sacrifices, de mes 40 années de labeur, m'était insupportable. C'était comme si elle avait déjà gagné, comme si tout ce que j'avais fait n'avait servi à rien. Je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire. J'ai sorti le tablier de pierre, je l'ai déplié sur le lit et je l'ai regardé longuement. Les broderies bleues sur le tissu blanc, l'inscription chez Léa, 40 ans d'amour et de pain. Les petites taches de farine que même les lavages n'avaient pas pu effacer. Ce tablier, c'était ma vie, mon histoire, ma dignité. Pierre me l'avait offert en disant ces mots que je n'oublierai jamais. Ce tablier, c'est toi, ma Léa, ta force, ta fierté. Ne laisse jamais personne te l'enlever. Je l'ai serré contre ma poitrine. J'ai fermé les yeux et j'ai parlé à Pierre, comme je le faisais souvent depuis sa mort. Mon amour, j'ai pris une décision. Je vais protéger ce qu'on a construit ensemble. Je vais m'assurer que notre travail serve à quelque chose de bien. Pas aux caprices d'une femme cupide, pas aux faiblesses d'un fils qui nous a trahis. Le silence. Mais dans ce silence, j'ai senti quelque chose. Une approbation. Une présence. Comme si Pierre, de là où il était, me disait de continuer. Le lundi suivant, j'ai pris rendez-vous avec Maître Gauthier. C'était le notaire du village voisin. Celui qui avait géré la vente de ma boulangerie, 2 ans plus tôt. Un homme sérieux, discret, respecté dans toute la région. Son étude se trouvait dans une vieille maison de pierre, au cœur du bourg. J'y suis allée en voiture, une petite route de campagne bordée de pommiers. C'était une belle journée de septembre. Le ciel était d'un bleu profond, les feuilles commençaient à jaunir. La Normandie était belle, comme toujours. Maître Gauthier m'a reçu dans son bureau encombré de dossiers et de livres de droit. Il avait une 60aine d'années, des cheveux gris, des lunettes rondes qui lui donnaient un air de professeur. Il s'est levé pour m'accueillir avec un sourire chaleureux. « Madame Morin, quel plaisir de vous revoir. Comment allez-vous depuis la vente de la boulangerie ? Ça pourrait aller mieux, maître. C'est justement pour ça que je suis là. » Il m'a fait signe de m'asseoir. Il a sorti un bloc-notes et un stylo. « Je vous écoute. » J'ai respiré profondément. Ce que j'allais dire était définitif, irréversible. Mais j'étais prête. « Je veux modifier mon testament. » Il a levé un sourcil surpris. « Modifier ? Vous aviez fait un testament ? » « Non, justement, je n'en avais jamais fait. Jusqu'à présent, je pensais que la loi suffirait, que tout irait naturellement à mon fils. C'est effectivement ce qui se passerait en l'absence de testament. En tant qu'enfant unique, votre fils Julien hériterait de l'intégralité de vos biens. C'est exactement ce que je veux empêcher. » Maître Gauthier a posé son stylo. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes avec une expression grave. « Madame Morin, c'est une décision importante. Êtes-vous sûre de ce que vous dites ? » « Absolument sûre. » « Puis-je vous demander pourquoi ? » Je lui ai tout raconté. La demande d'argent, le chantage aux petits-enfants, les mois de silence, la visite d'Hélène Duval,
la découverte que Nathalie avait fait le même coup à sa propre mère. Maître Gauthier écoutait sans m'interrompre, prenant parfois des notes. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. « C'est une situation difficile, Madame Morin. Je comprends votre colère. Mais je dois vous prévenir. En droit français, vous ne pouvez pas complètement déshériter votre fils. » « Comment ça ? » « Il existe ce qu'on appelle la réserve héréditaire. C'est la part minimale de votre patrimoine qui doit obligatoirement revenir à vos héritiers réservataires. Dans votre cas, avec un enfant unique, cette réserve est de la moitié de vos biens. Mon cœur s'est serré. La moitié. Même en faisant tout ce que je pouvais, Julien recevrait quand même 100 000 €. 100 000 € qui finiraient dans les mains de Nathalie. Cependant, a continué le notaire, vous disposez librement de l'autre moitié. C'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Vous pouvez la léguer à qui vous voulez. Une association, une fondation, un ami, n'importe qui. Une idée a germé dans mon esprit, vague d'abord, puis de plus en plus claire. Et si je voulais créer quelque chose qui durerait après ma mort? Maître Gauthier a souri. Vous pensez à une fondation? Peut-être, je ne sais pas encore. Mais je voudrais que mon argent serve à quelque chose de bien. Pas à acheter des sacs à main de luxe. C'est tout à fait possible. Vous pourriez créer une fondation ou un fonds de dotation dédié à une cause qui vous tient à cœur. Par exemple, vu votre parcours professionnel, vous pourriez financer des bourses pour de jeunes apprentis boulangers. J'ai senti quelque chose s'illuminer en moi. Des jeunes apprentis boulangers, des jeunes comme j'avais été autrefois, des jeunes qui rêvaient de pétrir, de cuire, de créer, des jeunes qui avaient trop besoin d'un coup de pouce pour démarrer dans la vie. C'est exactement ça. Ai-je murmuré. C'est exactement ce que je veux faire. Maître Gauthier a hoché la tête avec approbation. C'est une belle idée, Madame Morin. Une très belle idée. Voulez-vous que je prépare les documents nécessaires? Oui, mais je veux aller plus loin. Plus loin comment? Je ne veux pas attendre ma mort. Je veux créer cette fondation maintenant, de mon vivant, avec tout mon argent. Le notaire a écarquillé les yeux. Tout votre argent? Vous voulez dire les 200 000 €? Oui, tout. Madame Morin, c'est... Il a cherché ses mots. C'est une décision radicale. Si vous donnez tout maintenant, il ne vous restera rien. Et votre fils n'héritera de rien non plus. Même pas la réserve héréditaire. Je sais. Vous êtes vraiment sûr? Vous avez 64 ans. Vous pourriez vivre encore 20 ou 30 ans. Vous aurez peut-être besoin de cet argent un jour. Pour votre santé, pour une maison de retraite. J'ai ma maison. J'ai ma retraite de commerçante. J'ai mon jardin. Je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai regardé le notaire droit dans les yeux. Maître Gauthier, pendant 40 ans, j'ai travaillé pour mettre cet argent de côté. 40 ans à me lever à 4 heures du matin. 40 ans à me coucher épuisé. 40 ans de sacrifice. Et savez-vous pourquoi je faisais tout ça? Il a secoué la tête. Pour mon fils, pour lui donner une belle vie, pour lui payer des études, pour l'aider à démarrer. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour lui. Ma voix s'est brisée légèrement, mais j'ai continué. Et aujourd'hui, ce fils me traite comme une étrangère. Il me prive de mes petits-enfants parce que j'ai refusé de lui donner mes économies. Il a choisi sa femme contre sa mère. Il a choisi l'argent contre l'amour. J'ai respiré profondément. Alors non, maître. Je ne veux pas qu'il hérite de quoi que ce soit. Je préfère tout donner à des inconnus qui le méritent, plutôt qu'à un fils qui m'a trahi. Le silence est tombé dans le bureau.
Maître Gauthier me regardait avec un mélange de respect et de tristesse. « Je comprends, Madame Morin, et je respecte votre décision. Je vais préparer tous les documents nécessaires. Mais je vous demande une chose. »« Quoi ? » ?»« Prenez quelques semaines pour y réfléchir. Pas pour changer d'avis. Juste pour être absolument certaine. Une fois que les papiers seront signés, il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai accepté. Non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que c'était sage. Les décisions prises dans la colère sont rarement les meilleures. Je voulais que celles-ci soient prises dans la sérénité. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange. Un mélange de paix et d'excitation. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un projet. Un but. Une raison de me lever le matin. J'ai sorti le tablier de pierre. Je l'ai tenu dans mes mains. Tu vois, mon amour, notre argent ne sera pas gaspillé. Il va servir à aider des jeunes qui travaillent. Des jeunes comme nous étions. Notre héritage va vivre. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Pour la première fois depuis le fameux dimanche de mars, je me suis sentie en paix. Les semaines qui ont suivi ma visite chez le notaire ont été étrangement paisibles. J'avais retrouvé un rythme de vie, une routine qui me faisait du bien. Le matin, je travaillais dans mon jardin. L'après-midi, je lisais ou je rendais visite à Françoise. Le soir, je préparais mes repas en écoutant la radio. Je ne regardais plus mon téléphone toutes les 5 minutes. Je n'attendais plus d'appels qui ne viendraient jamais. J'avais accepté le silence comme une partie de ma nouvelle vie. Maître Gauthier m'avait donné 1 mois pour réfléchir. Chaque jour, je me posais la même question. Est-ce que je fais le bon choix? Et chaque jour, la réponse était la même. Oui. Un soir d'octobre, alors que je préparais une soupe aux légumes du jardin, on a frappé à ma porte. Pas sonné. Frappé. Des coups secs, impatients, presque agressifs. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas Françoise. Elle sonnait toujours 2 petits coups timides. Ce n'était pas le facteur. Il ne passait jamais le soir. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier de cuisine et je suis allée ouvrir. Julien se tenait sur le seuil. Mon fils, que je n'avais pas vu depuis 7 mois, depuis ce fameux dimanche de mars où tout avait basculé. Il avait changé. Maigri peut-être. Son visage était plus dur, plus fermé. Ses yeux qui autrefois brillaient de malice enfantine étaient maintenant froids comme des pierres. Il portait un costume sombre, une cravate desserrée, comme s'il sortait du bureau. Sa voiture était garée devant ma maison. Une grosse berline allemande qui détonnait dans ce décor rural. Julien. Ma voix était calme, presque détachée. Je m'étonnais moi-même de mon sang-froid. Maman. Il n'a pas bougé. Il n'a pas essayé de m'embrasser. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il est resté là, les mains dans les poches, le regard dur. « Je peux entrer ?»« Bien sûr. » Je me suis écartée pour le laisser passer. Il est entré dans ma cuisine, à regarder autour de lui avec cette expression que je connaissais maintenant. Cette expression d'évaluation. Combien vaut cette maison? Combien vaut ce terrain? Combien pourrais-je en tirer? Tu ne m'as pas dit que tu venais. C'était une décision de dernière minute. Il s'est assis à la table de la cuisine, sans que je l'y invite. Il a posé ses mains à plat sur le bois, comme un homme d'affaires, qui s'apprête à négocier un contrat. « Maman, il faut qu'on parle. »« De quoi ?» Je suis restée debout, adossée au plan de travail. Je ne voulais pas m'asseoir face à lui. Je ne voulais pas lui donner l'impression que nous étions sur un pied d'égalité. Tu sais très bien de quoi. Non, Julien, dis-moi. Il a soupiré, agacé, comme si j'étais une enfant capricieuse qui refusait de comprendre une évidence.
J'ai appris ce que tu as fait chez le notaire. Mon sang s'est glacé. Comment savait-il? Maître Gauthier était tenu au secret professionnel. Il n'aurait jamais divulgué nos conversations. De quoi parles-tu? Ne joue pas à ça avec moi, maman. Je sais que tu veux créer une fondation. Je sais que tu veux me déshériter. Le silence est tombé entre nous. Lourd, épais, suffocant. Qui t'a dit ça? Ça n'a pas d'importance. Si, ça a de l'importance. Le notaire est tenu au secret. Julien a eu un sourire froid. Un sourire que je ne lui connaissais pas. Le sourire de Nathalie. Maman, tu vis dans un petit village où tout le monde se connaît. Tu crois vraiment que tu peux aller chez un notaire sans que ça se sache? La secrétaire de Maître Gauthier est la cousine d'une collègue de Nathalie. Le monde est petit. J'ai senti la colère monter. La trahison. Encore. Même ici, dans mon village, je n'étais pas à l'abri. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ce que ça change? Sa voix est montée d'un cran. Tu veux me déshériter, maman? Me priver de ce qui me revient de droit. Ce qui te revient de droit? Tu n'as aucun droit sur mon argent, Julien. C'est mon argent. Je l'ai gagné. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Tu es ma mère. Je suis ton seul enfant. C'est normal que j'hérite de toi. Normal? J'ai senti quelque chose exploser en moi. Toute la colère que j'avais contenue pendant des mois. Toute la douleur. Toute l'humiliation. Tu trouves 100 000 ça normal de me priver de mes petits-enfants pendant 7 mois parce que j'ai refusé de te donner mes économies? Tu trouves ça normal de me traiter comme une distributrice de billets? Tu trouves ça normal de ne jamais m'appeler, de ne jamais prendre de mes nouvelles, de m'ignorer comme si je n'existais pas? Julien a tapé du poing sur la table. Ma tasse de thé a tremblé. Tu ne comprends rien. On avait besoin de cet argent. Pour la maison. Pour les enfants. Et toi, tu as préféré le garder pour toi par égoïsme. Par égoïsme? Ma voix était calme maintenant. Dangereusement calme. Tu sais ce que j'ai vu sur le Facebook de ta femme, Julien? Des vacances aux Maldives. Des sacs à main à 3 000 €. Une BMW neuve. Et tu oses me parler d'égoïsme? Il a pâli légèrement, mais s'est repris rapidement. Ce n'est pas pareil. C'est notre argent. On a le droit de le dépenser comme on veut. Exactement. Et moi, j'ai le droit de dépenser le mien comme je veux, notamment en créant une fondation pour aider des jeunes apprentis boulangers. Des apprentis boulangers? Il a ricané. Un ricanement méprisant qui m'a fait mal au cœur. Tu préfères donner ton argent à des inconnus plutôt qu'à ton propre fils? Oui, Julien, parce que ces inconnus, au moins, ils travailleront pour le mériter. Ils ne viendront pas me faire du chantage avec mes petits-enfants. Le silence est retombé. Julien me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. De la haine. Pure et simple. Mon fils me haïssait. Tu vas le regretter, maman. C'est une menace? C'est un avertissement. Si tu fais ça, tu ne reverras plus jamais Emma. Et Lucas, plus jamais. Tu m'entends? On déménagera. On partira loin, à l'étranger s'il le faut. Et tu mourras seul, sans personne pour te tenir la main. Ces mots m'ont transpercé comme des lames. Emma, Lucas, mes petits-enfants que j'aimais plus que tout, que je n'avais pas vus depuis 7 mois, dont le rire me manquait chaque jour. Il me les enlevait, définitivement, pour de l'argent. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. Je ne pleurerai pas devant lui. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Julien, écoute-moi bien. Ma voix était ferme, mais je tremblais intérieurement. Tu peux me menacer autant que tu veux. Tu peux partir à l'autre bout du monde. Tu peux m'effacer de ta vie. Mais tu ne me feras pas changer d'avis. Maman,
Non, laisse-moi finir. J'ai respiré profondément. Pendant des mois, j'ai attendu que tu reviennes. J'ai espéré, prié, pleuré. Je me suis dit que tu allais comprendre, que tu allais t'excuser, que tu allais redevenir le fils que j'ai élevé. Ma voix s'est brisée légèrement. Mais ce fils-là n'existe plus. Il est mort le jour où Nathalie est entrée dans ta vie. Ce que je vois devant moi, c'est un étranger. Un homme froid, cupide, qui ne pense qu'à l'argent. Comment oses-tu? J'ose parce que c'est la vérité, et tu le sais aussi bien que moi. Je me suis approchée de lui. J'ai planté mon regard dans le sien. Tu sais ce que ta belle-mère m'a dit quand elle est venue me voir? Elle m'a dit que Nathalie lui avait fait exactement la même chose. Elle lui a pris 250 000 €. Et depuis, elle ne l'appelle plus. Elle ne lui montre plus les enfants. Elle l'a jeté comme un vieux mouchoir. Julien a détourné le regard. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son armure. Une hésitation. C'est différent. Non, Julien, c'est exactement pareil. Ta femme est une manipulatrice. Elle t'a changé. Elle t'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Ne parle pas de Nathalie comme ça. Je parle comme je veux. C'est ma maison. Et tu sais quoi? Je crois que tu le sais aussi. Au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu sais que ce n'est pas normal de traiter sa mère comme tu me traites. Le silence. Long. Pesant. J'ai vu quelque chose passer dans les yeux de Julien. Un éclair de doute. De regret peut-être. Mais ça n'a duré qu'une seconde. Son visage s'est refermé. La carapace s'est reconstituée. Tu as fait ton choix, maman. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Il s'est levé. Il a remis sa veste. Il s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. Une dernière chose. La mère de Nathalie que tu as rencontrée, elle est folle. Elle a toujours détesté sa fille. Ce qu'elle t'a raconté, ce sont des mensonges, des inventions d'une femme amère et jalouse. Je ne crois pas, Julien. Crois ce que tu veux, mais ne viens pas pleurer quand tu seras seul et que personne ne viendra te voir. Il est parti. La porte a claqué derrière lui. Le bruit du moteur de sa voiture. Les phares qui balayent la façade. Et puis le silence. Le silence de ma maison vide. Je me suis effondrée sur une chaise. Les larmes que j'avais retenues ont enfin coulé. Des larmes de rage, de tristesse, de désespoir. Mon fils était venu me menacer. Mon propre fils. Celui que j'avais porté pendant 9 mois. Celui que j'avais allaité, bercé, consolé. Celui pour qui j'aurais donné ma vie. Il m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que je mourrais seule. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil, le tablier de pierre serré contre ma poitrine, à regarder les ombres de la nuit danser sur les murs. J'ai pensé à Emma et Lucas, à leur sourire, à leur rire, à leurs petites mains qui serraient les miennes. Est-ce que je faisais le bon choix? Est-ce que mon argent valait plus que mes petits-enfants? La question me torturait. Elle tournait dans ma tête comme un manège infernal. Vers 4 heures du matin, j'ai eu une révélation. Ce n'était pas moi qui avais fait ce choix. C'était Julien. C'était lui qui avait décidé de me priver de mes petits-enfants. Pas parce que je refusais de donner mon argent, mais parce que je refusais de me soumettre. Si j'avais cédé, si j'avais donné les 200 000 €, qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient pris l'argent. Ils auraient acheté leur maison. Et dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils seraient revenus. Pour demander encore. Toujours plus. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les gens comme Nathalie. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils prennent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand il ne reste plus rien, ils vous jettent
exactement comme Nathalie avait jeté sa propre mère. Hélène Duval avait donné tout ce qu'elle avait. Et maintenant, elle était seule, abandonnée, oubliée. Si je cédais, je finirais comme elle, sans argent et sans petits-enfants. Au moins, en résistant, je gardais ma dignité. Je gardais mon héritage. Je gardais la possibilité de faire quelque chose de bien avec ma vie. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Gauthier. Ma décision était prise. Définitivement. Irrévocablement. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? 2 semaines après la visite de Julien, je suis retournée chez Maître Gauthier. Cette fois, je n'avais plus aucun doute, plus aucune hésitation. La menace de mon fils avait eu l'effet inverse de celui qu'il espérait. Au lieu de me faire plier, elle m'avait renforcée. Au lieu de me faire douter, elle m'avait convaincue que je faisais le bon choix, le bon. Le notaire m'a reçue dans son bureau avec la même courtoisie que la première fois. Il avait préparé tous les documents. Des pages et des pages de textes juridiques que je ne comprenais pas entièrement, mais dont je saisissais l'essentiel. La création de la Fondation Pierre et Léa Morin, un fonds de dotation destiné à financer des bourses pour les jeunes apprentis boulangers de Normandie. Dotation initiale de 200 000 €, soit l'intégralité de mes économies. Madame Morin, avant de signer, je dois vous poser une dernière fois la question. Êtes-vous absolument certaine de votre décision? Une fois ces documents signés, il n'y aura plus de retour en arrière. Votre argent appartiendra à la Fondation. Vous n'y aurez plus accès. Et votre fils n'héritera de rien. J'ai regardé le notaire droit dans les yeux. Maître Gauthier, je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de toute ma vie. Il a hoché la tête avec une expression de respect. Il a poussé les documents vers moi. Il m'a tendu un stylo. J'ai signé, page après page, paraphe après paraphe. Chaque signature était un acte de libération. Chaque trait de stylo était une chaîne qui se brisait. Quand j'ai signé la dernière page, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas du regret, pas de la tristesse, du soulagement. Un soulagement immense, profond, comme si je respirais vraiment pour la première fois depuis des mois. « Voilà, c'est fait », a dit Maître Gauthier en rassemblant les documents. La Fondation Pierre et Léa Morin est officiellement créée. Les premiers bénéficiaires pourront être sélectionnés dès l'année prochaine. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment souri. Maître Gauthier, j'aimerais organiser quelque chose. Une petite cérémonie pour annoncer la création de la Fondation. Quelque chose de simple, au village, avec le maire, les anciens clients de ma boulangerie, les gens qui m'ont connu pendant 40 ans. Le notaire a souri à son tour. C'est une excellente idée, Madame Morin. Je peux vous aider à organiser cela si vous le souhaitez. 3 semaines plus tard, par un samedi ensoleillé de novembre, la cérémonie a eu lieu dans la salle des fêtes du village. J'avais invité tout le monde, le maire bien sûr, les conseillers municipaux, Thomas et Marie, les nouveaux propriétaires de ma boulangerie, Françoise, ma fidèle voisine, les anciens clients qui m'avaient accompagnée pendant 40 ans, Madame Rousseau qui venait chercher sa baguette tous les matins à 7 heures, Monsieur Dupont qui adorait mes croissants aux amandes, la famille Lefebvre dont j'avais fait les gâteaux de mariage de 3 générations. Ils étaient tous là, une 50aine de personnes réunies dans cette petite salle décorée de ballons et de banderoles. Sur une table, il y avait des photos de ma boulangerie à travers les années. Pierre et moi devant l'enseigne le jour de l'ouverture. Moi derrière le comptoir, souriante, entourée de pain doré. Pierre pétrissant la pâte,
les bras couverts de farine. Des souvenirs. 40 ans de souvenirs. Le maire a pris la parole en premier. Il a parlé de mon engagement envers le village, de ma boulangerie, qui avait nourri des générations, de Pierre, mon mari, qui était parti trop tôt, et de cette fondation qui allait perpétuer notre héritage. Puis ça a été mon tour. Je me suis levée. J'ai regardé tous ces visages familiers, ces gens qui m'avaient connu jeune, qui m'avaient vu vieillir, qui avaient partagé mes joies et mes peines. J'ai sorti de ma poche un papier sur lequel j'avais écrit quelques mots. Mais je ne l'ai pas lu. J'ai parlé avec mon cœur. Mes chers amis, merci d'être venus aujourd'hui. Vous savez, quand Pierre et moi avons ouvert notre boulangerie en 1984, nous n'avions pas grand-chose. Un petit local, quelques ustensiles, beaucoup de courage et énormément de rêves. Nous ne savions pas si ça marcherait. Nous ne savions pas si les gens aimeraient notre pain. Nous ne savions pas si nous tiendrions 1 an, 5 ans, 10 ans. Nous avons tenu 40 ans. 40 ans grâce à vous. Grâce à votre fidélité, votre soutien, votre amitié. Chaque matin, quand je voyais la queue se former devant ma boutique, je me sentais utile. Je me sentais à ma place. Je me sentais aimée. Aujourd'hui, je veux redonner un peu de ce que j'ai reçu. La Fondation Pierre et Léa Morin va permettre à des jeunes de notre région de se former au métier de boulanger. Chaque année, 3 jeunes recevront une bourse pour financer leur apprentissage. 3 jeunes qui, comme Pierre et moi autrefois, ont des rêves plein la tête, mais pas forcément les moyens de les réaliser. C'est ma façon de dire merci. Merci à ce village qui m'a accueilli. Merci à vous tous qui m'avez soutenu. Et merci à Pierre, mon amour, qui m'a appris que le vrai bonheur, ce n'est pas d'avoir, c'est de donner. J'ai senti les larmes monter, mais c'étaient des larmes de joie. Les applaudissements ont éclaté. Des gens se sont levés. Françoise pleurait ouvertement. Madame Rousseau est venue me serrer dans ses bras. Le maire m'a remis une médaille de la ville. Thomas et Marie m'ont offert un énorme gâteau sur lequel était écrit « Merci Léa ». C'était un des plus beaux jours de ma vie. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte de la salle des fêtes s'est ouverte. Une femme est entrée. Une femme que je connaissais, mais que je n'attendais pas du tout. Hélène Duval, la mère de Nathalie. Elle était là, au fond de la salle, dans son manteau gris, son sac serré contre elle. Elle me regardait avec des yeux brillants de larmes. Je me suis excusée auprès des gens qui m'entouraient et je me suis dirigée vers elle. « Madame Duval, qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle a souri à travers ses larmes. « J'ai lu l'annonce dans le journal régional, la création de votre fondation. J'ai voulu venir. J'espère que je ne vous dérange pas. » « Bien sûr que non. Mais comment avez-vous su ? Le journal parlait de vous, de votre histoire, de la fondation, et j'ai compris quelque chose. » Elle m'a pris les mains. Ses doigts étaient au froid et tremblants. « J'ai compris que vous aviez fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Vous avez dit non. Vous avez résisté. Vous avez transformé votre douleur en quelque chose de beau. » Elle a regardé autour d'elle. Les gens, les photos, les sourires. Regardez tout ça. Regardez tous ces gens qui vous aiment. C'est ça, le vrai héritage. Pas l'argent qu'on laisse à des ingrats. L'amour qu'on donne à ceux qui le méritent. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. J'ai serré cette femme dans mes bras. Cette femme que je connaissais à peine mais qui comprenait ma douleur mieux que personne. Madame Duval, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important. Elle m'a regardée, intriguée. Ma fille vous a fait du mal. Elle a pris votre argent.
Elle vous a abandonné. Et je sais que rien ne pourra réparer ça. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Ma porte sera toujours ouverte pour vous. » Hélène a éclaté en sanglots. Des sanglots de soulagement, de gratitude, de libération. Nous sommes restés là, deux mères trahies par leurs propres enfants, serrées l'une contre l'autre, au milieu de cette fête. Et j'ai compris quelque chose ce jour-là. La vie nous enlève parfois ce qu'on aime le plus, mais elle nous donne aussi des cadeaux inattendus, des rencontres improbables, des amitiés qui naissent de la douleur partagée. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je suis rentrée chez moi. J'ai sorti le tablier de pierre de l'armoire. Je l'ai déplié sur la table de la cuisine. Je l'ai regardé longuement, les broderies bleues, l'inscription « Chez Léa, 40 ans d'amour et de pain ». Tu vois, mon Pierre, j'ai réussi. Notre héritage va vivre. Pas dans les poches de Nathalie, dans les mains de jeunes qui travaillent, dans les fours de futures boulangeries, dans le pain qui nourrira des villages entiers. Le silence, mais un silence paisible cette fois. Un silence qui ressemblait à une approbation. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des mois. D'un sommeil profond, sans cauchemar, sans angoisse. Le sommeil des gens en paix avec eux-mêmes. 6 mois ont passé depuis la création de la fondation. 6 mois pendant lesquels ma vie a repris un cours que je n'aurais jamais imaginé. Les premiers boursiers ont été sélectionnés au printemps, 3 jeunes de la région qui rêvaient de devenir boulangers, mais dont les familles n'avaient pas les moyens de financer leur formation. Je les ai rencontrés lors d'une petite cérémonie à la mairie, et quand j'ai vu leurs yeux briller d'espoir et de gratitude, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. L'un d'eux, un garçon de 17 ans prénommé Antoine, m'a serré dans ses bras en me disant que personne n'avait jamais cru en lui avant. Et ces mots m'ont fait plus de bien que toutes les richesses du monde. Julien n'a plus jamais donné de nouvelles après sa visite menaçante. Pas un appel, pas un message, pas une carte pour mon anniversaire en janvier. Le silence complet, définitif, comme s'il avait tenu sa promesse de m'effacer de sa vie. Au début, ce silence me faisait mal, une douleur sourde qui me réveillait parfois la nuit. Mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec, comme on apprend à vivre avec une cicatrice qui ne disparaîtra jamais mais qui finit par ne plus faire souffrir. Emma et Lucas me manquaient toujours terriblement, et il m'arrivait encore de pleurer en regardant leurs photos. Mais j'avais compris que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées, et que parfois l'amour le plus fort consiste à accepter de lâcher prise. Hélène Duval est devenue une amie proche, une sœur de douleur, avec qui je partageais des après-midi entiers, à parler de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs aussi. Elle venait me voir une fois par mois, et nous prenions le café dans ma cuisine, en regardant le jardin. 2 femmes que le destin avait rapprochées de la manière la plus cruelle qui soit. Elle m'avait raconté que Nathalie l'avait contactée une fois, quelques semaines après la création de ma fondation, pour lui demander encore de l'argent, prétextant des difficultés financières imprévues. Mais Hélène avait enfin trouvé le courage de dire non, et ce non avait été suivi du même silence glacial que celui que je connaissais. Un soir de juin, alors que le soleil se couchait sur les collines normandes, en peignant le ciel de rose et d'orange, Françoise est venue me chercher en courant, le souffle court, le visage bouleversé. Elle tenait son téléphone à la main et me l'a tendu sans un mot, et ce que j'ai vu sur l'écran m'a coupé le souffle. C'était un article du Figaro, dans la rubrique « Faits divers ». Le titre disait « Arnaque immobilière ».
Un couple parisien poursuivi pour escroquerie. Et sur la photo qui accompagnait l'article, je reconnaissais 2 visages que je connaissais trop bien. Celui de mon fils Julien et celui de Nathalie, sa femme. L'article expliquait qu'ils avaient été arrêtés pour avoir participé à un système d'arnaque complexe impliquant des biens immobiliers surévalués et des investisseurs floués. Nathalie était au cœur du dispositif, utilisant ses contacts dans le milieu du luxe pour attirer des victimes fortunées, tandis que Julien, grâce à ses compétences informatiques, falsifiait des documents et créait de faux sites Internet. Leur maison de rêve, celle qu'ils avaient achetée avec l'argent de la mère de Nathalie, avait été saisie par la justice. Leur compte bancaire était gelé. Ils risquaient plusieurs années de prison. J'ai reposé le téléphone et je suis restée silencieuse un long moment, incapable de savoir ce que je ressentais exactement. De la satisfaction d'avoir eu raison sur Nathalie depuis le début, peut-être, mais aussi une tristesse profonde pour mon fils, qui avait gâché sa vie en suivant une femme qui l'avait entraîné dans sa chute. Françoise m'a pris la main et m'a demandé si j'allais bien, et j'ai répondu que je ne savais pas, que c'était trop pour une seule soirée, que j'avais besoin de temps pour digérer cette nouvelle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais ce n'était pas l'insomnie douloureuse des mois précédents. C'était plutôt une veille méditative, pendant laquelle j'ai repensé à toute cette histoire, depuis le fameux dimanche de mars jusqu'à cet article de journal. La vie avait rendu son verdict, et ce verdict était sans appel. Nathalie avait semé la manipulation et la cupidité, elle récoltait la prison et la ruine. Mon fils avait choisi de la suivre aveuglément, il partageait maintenant son sort. Et moi, j'avais choisi la dignité, et je récoltais la paix. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, sans nom d'expéditeur, postée de Paris. À l'intérieur, une seule feuille de papier couverte d'une écriture que je reconnaîtrais entre mille, celle de Julien. « Maman, je sais que tu as appris ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'excuses. J'ai été aveugle, stupide, faible. Nathalie m'a manipulée depuis le début. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que j'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû t'écouter. Tu avais raison surtout. Les enfants sont chez les parents de Nathalie, en attendant le procès. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas d'argent. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Vraiment désolée. Ton fils, Julien. » J'ai lu cette lettre plusieurs fois, et chaque fois, je sentais quelque chose se fissurer dans la carapace que j'avais construite autour de mon cœur. Mon fils avait enfin ouvert les yeux. Mais à quel prix? Et surtout, était-il trop tard pour nous deux? Je n'ai pas répondu à la lettre de Julien tout de suite. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce que je ressentais vraiment, pour décider si je voulais rouvrir cette porte que j'avais mis tant d'efforts à fermer. Les semaines ont passé, et l'été s'est installé sur la Normandie, avec sa chaleur douce et ses longues soirées parfumées de roses. Un dimanche matin d'août, alors que je prenais mon café sur la terrasse en regardant le jardin de pierre, une voiture s'est arrêtée devant ma maison. Une petite voiture modeste, pas la grosse berline allemande d'autrefois. Julien en est sorti, seul, amaigri, vieilli de 10 ans en quelques mois. Il portait un jean simple et un pull usé, plus de costume, plus de cravate, plus rien de l'homme arrogant qui était venu me menacer dans ma cuisine. Il s'est arrêté devant le portail, hésitant, n'osant pas entrer sans y être invité. Nous nous sommes regardés longtemps,
en silence, à travers les rosiers que Pierre avait plantés 40 ans plus tôt. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Je me suis levée, j'ai traversé le jardin, j'ai ouvert le portail et j'ai pris mon fils dans mes bras. Il s'est effondré contre moi comme un enfant, ses épaules secouées de sanglots, murmurant des excuses que je n'entendais qu'à moitié. Je l'ai serré fort, ce fils que j'avais perdu et qui me revenait brisé mais vivant. Et j'ai compris que le pardon n'efface pas le passé, mais qu'il permet de construire un avenir. Aujourd'hui, 1 an a passé depuis cette matinée d'août. Julien vit dans un petit appartement à Caen, où il a retrouvé du travail, modestement, loin des rêves de grandeur que Nathalie lui avait mis dans la tête. Il vient me voir tous les dimanches, comme autrefois, et nous déjeunons ensemble dans ma cuisine, en parlant de tout et de rien. Emma et Lucas sont revenus dans ma vie après le divorce, et leurs rires résonnent à nouveau dans ma maison, quand ils passent les vacances chez leur mamie normande. La fondation a déjà aidé 6 jeunes apprentis, et l'un d'eux a ouvert sa propre boulangerie le mois dernier dans un village voisin, une petite boutique qu'il a appelée Le pain de Léa en mon honneur. Quand je l'ai appris, j'ai pleuré de joie devant mon tablier brodé, celui que Pierre m'avait offert, et qui reste accroché dans ma cuisine comme un talisman. La vie m'a tout pris avant de tout me rendre, différemment, imparfaitement, mais authentiquement. Si mon histoire peut aider une seule femme à ouvrir les yeux, à refuser l'humiliation, à choisir la dignité plutôt que la soumission, alors tout cela aura eu un sens, parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.